Bonjour à tous, bonsoir. Merci à tous les partenaires des 5 à 7 de nous accueillir pour faire cette soirée. Comme l'a dit Monsieur Renucci, on va présenter différents sujets de la filière granulée, que ce soit de manière générale comme très technique. Donc au niveau général, on va voir la filière dans son ensemble, les bases, jusqu'à un certain nombre d'informations sur le marché, les informations économiques sur la filière. On va voir la fumisterie et l'installation. Je reviendrai après en troisième session pour la partie stockage. Et puis on finira par un petit point très pratique sur la partie installation à nouveau. Voilà, je pense qu'on va attaquer tout de suite. Sur la partie chauffage de granulés, la première partie qui est générale, évidemment, on va se présenter, Propelais qui nous sommes, les bases du chauffage de granulés, les arguments du granulé, les données de filière, nationales et internationales, et quelques points de vigilance. Donc tout d'abord, Propelais. Donc Propelais France, nous sommes l'association nationale du chauffage au granulé de bois. Vous avez bien compris, il y a marqué chauffage dedans, c'est pas l'association du granulé de bois. Donc si on dit chauffage, ça veut dire qu'on a dans nos membres, on va le voir après, des fabricants et distributeurs de granulés, évidemment, puisque c'est eux qui sont à l'origine de la création de l'association avec un chaudiériste, des distributeurs de poêles et de chaudières, des installateurs de poêles et de chaudières à granulés, évidemment, des fumistes, un fumiste qui est DINAC ici présent, et des bureaux d'études, des prescripteurs, tous les professionnels qui sont intéressés quelque part par le granulé. J'oublie un point important que j'aurais dû faire en tout début. Le Propelais Tour, c'est des soirées entre guillemets pédagogiques que l'on fait sur toute la France. L'année dernière, on en a fait une vingtaine. Cette année, on va en faire une dizaine. L'idée, c'est d'avoir dans la salle des installateurs et des prescripteurs de type bureau d'études et architectes, et puis tous ceux qui souhaitent avoir des informations sur le granulé, évidemment. Et ces soirées-là, donc 2h30, comme l'a expliqué M. Renucci, on est en partenariat. On a trois partenaires pour ces soirées-là. Donc vous l'avez compris, DINAC, fournisseur de conduits de fumée, l'AGESIC, qui va vous offrir 2 formations gratuites durant cette soirée qu'on va tirer au sort tout à l'heure. 2 personnes recevront une formation gratuite à prendre dans le catalogue qui vous a été distribué en arrivant. Et puis Qualité NR qui nous appuie pour la partie communication. Voilà, j'avais oublié de le dire, c'est important de le dire parce que c'est pas facile de monter des soirées comme ça, et même avec tous ces partenaires, on n'y arrive pas toujours. Je pense que les 5 à 7 savent de quoi je parle. Voilà, donc Propelais 2008, créé en Rhône-Alpes, je reviens au sujet de base, donc créé en Rhône-Alpes à Chambéry, et on est toujours à Chambéry d'ailleurs, donc on n'est pas loin d'ici, hein. Et à la base, c'était les producteurs de granulés de Rhône-Alpes et un chaudiériste, pour pas le citer, Ocophone, qui ont monté cette association, qui, dès 2009, est devenue nationale et a vu l'entrée d'un certain nombre d'acteurs majeurs de la filière. Pour la petite histoire, sur les fabricants de granulés, dans ceux qui ont des volumes significatifs, il nous en manque très peu, hein, directement ou indirectement, puisqu'on travaille de manière très étroite avec le syndicat des producteurs de granulés de bois, qui nous finance aussi. Donc on a sur les granulés, sur les producteurs, une grosse partie du marché français. Poêles et chaudières, pareil. Hein, chaudière, on a à peu près 80% du marché. Poêles, on est peut-être plutôt à 70%. Après, installateur, évidemment, là, vous êtes très nombreux, donc on compte plus. Et puis après, on a un certain nombre d'acteurs de la filière. Nos actions. Donc, on a 4 groupes d'actions. Les premiers, c'est fédérer, structurer, animer la filière. Donc, on a un peu une fédération, si on peut dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire que les gens se rencontrent, discutent, échangent et travaillent ensemble pour développer la filière. Un point important, la filière, elle a 10 ans, hein, vraiment. Donc, c'est tout jeune. On n'est pas comme sur le fuel qui a des dizaines d'années ou d'autres combustibles. Donc il y a vraiment besoin d'acteurs qui soient partie prenante, et l'intérêt pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir influencer le développement de la filière puisqu'ils sont dedans dès le départ. Donc ça, c'est un argument fort pour les faire adhérer. Ensuite, on assure le rôle d'observateur économique. Donc on va rassembler des informations économiques. Vous allez en voir quelques-unes ce soir pour la filière et puis pour les différents acteurs ou parties prenantes de la filière granulée, que ce soit directement dedans ou extérieur qui s'intéressent à la filière, comme vous par exemple ce soir. Améliorer la qualité. Donc la logique vraiment de Propelais, c'est de travailler dans la qualité et de faire la promotion de la qualité à tous les niveaux, que ce soit au début au niveau du granulé, on le verra, au niveau des appareils, la qualité des appareils, que ce soit flamme verte ou l'équivalent, parce que les marques étrangères ont souvent aussi des équivalences, ou l'installation avec Qualité NR et les équivalents. Et puis enfin, on forme et on communique. Donc communication, évidemment, c'est
c'est le gros de la troupe sur ce sujet-là. On ne travaille pas en direct avec les particuliers. Pour ça, on fait appel à des relais pour les particuliers. Alors évidemment, on a notre site internet que tout particulier peut consulter. On est présent sur les salons. Ça permet de donner des informations. Mais on compte beaucoup sur les espaces info-énergie français qui vont faire le relais de nos informations. Et puis former, on a monté une formation qui s'appelle livraison de granulés en vrac. Il y en a, vous le verrez dans les catalogues, il y en a 2 séances en ce moment. Il y en a une, non, elle est passée, c'était hier chez Touvet Combustible à côté de Grenoble. Et puis la suivante, elle est dans quelques jours à Niort. Donc voilà, c'est une formation qui a été montée avec la G6 sur la livraison de granulés en vrac. Et puis on travaille les formations, on peut considérer que ces soirées-là, comme ça, c'est un peu de la formation aussi. Voilà. Les grandes actions phares, nos fiches pratiques, vous avez les principales, c'est-à-dire les fiches pratiques générales. Vous avez les 7 dans la pochette qu'on vous a remis. Je m'étendrai pas dessus, vous les regarderez tranquillement. Les fiches pratiques pro, ça concerne exclusivement les pros, c'est-à-dire c'est pas des choses qu'on diffuse au grand public, c'est des documents qui sont pas imprimés et simplement téléchargeables par les pros sur notre site. Et puis les fiches de référence, donc c'est des fiches où on met en évidence des installations qui ont été réalisées avec du granulé, que ce soit du individuel avec un poêle par exemple, ou du gros collectif avec une chaudière à granulés de taille significative de plusieurs centaines de kilowatts par exemple. Après, on va revenir dessus en long, large, en travers, l'indice des prix du granulé. Je m'étends pas dessus, c'est une action forte de Propelais. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Dans votre pochette, vous avez aussi ce qu'on appelle le flyer argumentaire. C'est un petit document qui répond à toutes les questions qu'on se pose sur le granulé. Donc pour les installateurs, généralement, on nous en demande beaucoup parce que ça permet de répondre à un tas de questions que votre client va vous poser. Et donc ça vous évite d'en parler, ou ça vous simplifie la vie parce que vous avez un appui technique qui vient on va pas se vanter, mais on est quand même une référence sérieuse sur le marché au niveau du granulé en France. Donc ça, n'hésitez pas à nous en demander si vous en voulez. Vous avez juste les frais de port à payer. Vous pouvez le télécharger sur le site internet, il n'y a aucun problème. Le Propelais Tour, j'en ai parlé, donc ça c'est ce qu'on fait ce soir. Et puis le Propelais Event. Le Propelais Event, c'est la grand-messe de la filière granulée en France. Ça a lieu depuis 5 ans, toutes les années. La 5e édition, c'est à Chambéry cette année. C'est l'endroit où on va aborder tous les sujets de la filière granulée, que ce soit des sujets actuels, des sujets techniques, des sujets environnementaux ou des sujets d'avenir ou de préoccupations à venir. Voilà. Et donc là, c'est le moment de rencontrer tous les professionnels de la filière française, voire des étrangers qui sont présents, se rencontrent et il y a des conférences, mais aussi des temps d'échange et de discussion. Ça a lieu tous les ans, s'il vous plaît ? Ça a lieu tous les ans, oui. Donc si vous êtes intéressé, profitez-en. C'est cette année à Chambéry, c'est pas loin. L'année dernière, c'était Bordeaux. L'année prochaine, ce sera à Lille. Donc voilà, on bouge, on fait le tour de la France systématiquement exprès. Voilà, donc maintenant les bases du chauffage au granulé de bois. J'enfonce des portes ouvertes dans cette partie-là, mais c'est toujours bien de le rappeler quand même, parce qu'on a des surprises des fois. Donc je rappelle simplement que le granulé, c'est un produit qui est 100% naturel, c'est que du bois. Donc il y a pas d'autre chose. À part peut-être un petit peu, certains, mais pas en France, le pratique, c'est de rajouter un petit peu d'additif pour aider à la tenue du granulé. En France, à ma connaissance, personne n'utilise. Et dans tous les cas, c'est moins de 2%. Donc c'est toujours de l'amidon de maïs, donc c'est 100% naturel. C'est issu de résidus de scierie, donc connexes de scierie, on va dire. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez une scierie qui va utiliser un tronc d'arbre, le tronc d'arbre, il rentre dans la scierie, il y en a la moitié qui va finir en bois d'œuvre ou bois d'industrie, c'est-à-dire bois pour les palettes, charpente, parquet ou je ne sais quoi. Enfin, pas parquet, c'est la seconde transformation, mais du bois, on va dire d'œuvre pour faire simple. Et il y a 50%, avant on parlait de déchets, c'est ce qu'on appelle maintenant les connexes de scierie, c'est tous les sous-produits de la scierie. Donc ça veut dire que, en gros, c'est clair, il y a la moitié qui est pas utilisée tout de suite au premier abord. Et aujourd'hui, c'est ce qui sert à faire du granulé. Et je dis aujourd'hui, puisqu'on verra après qu'il y a d'autres sources maintenant, d'autres ressources aussi pour faire du granulé. Les essences de bois du granulé, elles sont soit du granulé feuillu, soit du granulé résideux, soit le mélange. Donc là, de ce côté-là, ce qu'il faut bien être clair sur le sujet, le granulé qui soit résineux, feuillu ou mélange des deux, c'est le même produit qualitativement parlant. Hein, c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde, et je suis sûr que c'est pas une évidence pour tout le monde, puisqu'on en entend régulièrement parler. On nous dit qu'un granulé il est plus sombre, donc il est pas bon, il faut qu'il soit plus clair. Il faut arrêter ces bêtises-là. Le granulé, à partir du moment où il est certifié, c'est un granulé de qualité. Et s'il est certifié, c'est qu'il répond aux caractéristiques de la norme. On reviendra aussi là-dessus tout à l'heure. Et je l'évoquais juste avant, outre les connexes de scierie, maintenant il y a ce qu'on va appeler un peu vulgairement les connexes d'exploitation forestière qui servent à faire du granulé aussi, c'est-à-dire
des menus bois qui font la taille d'un bras ou d'une cuisse et qui sont utilisés, qui sont broyés pour faire du granulé. Voilà, donc ça, c'est, comme je l'ai mis ici, c'est essentiellement des feuillus d'éclaircie. Il y a plusieurs unités qui fonctionnent comme ça, dont une grosse, qui est la dernière en date à s'être lancée en fin 2013 et qui produit sur cette base-là. Juste rapidement, pour me montrer comment on produit du granulé. Alors attendez, je me sers de la zapette là. Vous avez 3 presses là à granuler. Vous avez la sciure qui arrive par le haut là, par les tuyaux qui sont là. À l'intérieur, ils vont sortir, la sciure va sortir là-dedans. Donc quand c'est fermé, cette porte elle est rabattue là. Et la sciure, elle est à l'intérieur de la couronne qui est là. Cette couronne que vous voyez qui est ici. Et à l'intérieur, vous avez des galets qui vont écraser cette sciure contre les parois intérieures de la couronne. Et la paroi extérieure, c'est celle qui est trouée ici. Et les granulés sortent par là. Et donc, ils vont se retrouver à l'extérieur de l'anneau. Et donc, ils vont après tomber en dessous ici, là, aux différents endroits, pour être évacués. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée rapide. Je pense que certains ont peut-être déjà visité des usines. Il y a régulièrement des visites, que ce soit chez notre ancien président, je sais pas où il est, Verdesi, qui est juste à côté, à Meximieux dans l'Ain, ou Alpinergie Bois, Neco, comment ça s'appelle comment il s'appelle c'est Neco maintenant au Grand Serre, ou ailleurs, il y a différentes usines, ou Alpine Pelette qui est à côté d'Albertville. Ils font régulièrement des portes ouvertes. Si vous voulez les voir de près, c'est sans problème. Et si vous voulez savoir quand c'est une porte ouverte, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mail, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, qui consomme le granulé en France? Exclusivement de la chaleur. On le verra après, il n'y a pas que cette application. Donc en France, comme en Allemagne, comme en Autriche, comme en Italie, le granulé sert exclusivement à faire de la chaleur. Raison simple, rendement important. Si on ne fait pas de la chaleur, de l'électricité, on a des rendements bien plus inférieurs. Et donc le choix, bon, c'est un choix qui a été un peu forcé parce que nous on n'a pas de problème d'électricité avec le nucléaire, mais c'est quand même un choix à la base. On est sur un marché domestique à 90%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est, j'aborde un petit peu la suite de la présentation. En France, c'est 90% en domestique. Il y a d'autres pays comme l'Angleterre où c'est exactement l'inverse. Donc ça dépend vraiment de la structure énergétique du pays et de la disponibilité du combustible dans le pays. Ou aussi des aides fiscales, parce qu'il y a des stratégies aussi fiscales de différents pays. Donc poêle et chaudière, rénovation et neuf, ça je pense que vous le saviez. Collectif, donc tertiaire 10%. Donc dans le collectif, on va le retrouver dans différentes positions, soit en chauffage principal, soit en appoint, soit en unique chauffage. Donc après, c'est en fonction de la situation de la chaufferie que les choix de décision des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre sont faits. Majoritairement, c'est de la petite puissance. En général, c'est logique puisque la plaquette est quand même un combustible qui est presque moitié moins cher au kilowattheure. Donc après, il y a des surcoûts avec la plaquette, mais bon, sur des grosses puissances, on rentre vite dedans. Donc en général, c'est sur les grosses puissances, on est plus sur de la plaquette et sur les plus petites puissances sur le granulé. Et puis il y a quelques grosses puissances. Vous en avez une sur Lyon, puisqu'on a sur Lyon à Confluence, il y a 3 fois 450 kilowatts. Donc ça commence à causer en termes de puissance. Mais il y a d'autres endroits, vous avez par exemple à Ambert où il y a 1 mégawatt ou 1 mégawatt 5. Il y a d'autres installations que vous avez à Avoria, une chaufferie d'1 mégawatt, un peu plus d'1 mégawatt aussi au granulé. Chaque fois, c'est pour des conditions des raisons bien particulières qui ne pouvaient pas fonctionner avec autre chose. Après, bon, rapidement, solution poêle. Là, on va souvent comparer à la bûche. Je précise qu'on n'a rien contre la bûche, on est granulé, mais on est bois énergie. Donc nous, l'objectif, c'est pas de mettre du granulé de partout. L'objectif, c'est de faire que ceux qui mettent du granulé soient contents avec le granulé et qu'ils fassent le bon choix. Donc quand on parle de bûche, quand on va comparer un poêle à granulé et un poêle à bûche, on va toujours mettre en avant le granulé parce qu'il y a l'automatisme, la programmation et une simplicité d'emploi qui évidemment, par rapport à une bûche, n'est pas aussi facile à mettre en avant. L'autonomie, des très bons rendements. Un poêle à granulé, c'est 85% de rendement minimum. Facile à installer. Ce que je dis toujours, c'est trop facile à installer. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne sont pas des professionnels du chauffage et qui se mettent à installer des poêles. Donc ça, c'est quand même un souci qu'on a dans la filière, qu'on essaie de faire changer. Et puis l'esthétique. Bon, après, chacun voit comme il veut sur l'esthétisme. Il y a 2 types d'appareils de chauffage de poêle au granulé. Poêle non étanche, poêle étanche. Mettant pas dessus, Frédéric va revenir dessus. 3 types de fonctionnement. Air de convection, c'est classique, c'est comme un poêle à bûche traditionnel. C'est le poêle en lui-même qui rayonne et qui envoie aussi avec un petit ventilateur de la chaleur. À air chaud canalisé. Donc air chaud canalisé, c'est simplement qu'on va récupérer l'air avec un ventilateur qui va pulser de l'air dans les tuyaux, qui va répartir l'air chaud dans différentes pièces de la maison ou dans différentes parties de la pièce dans laquelle il y a le poêle.
Et puis hydraulique, c'est une chaudière, quoi. C'est-à-dire que ça fait à la fois le chauffage de base et aussi ça va pouvoir chauffer de l'eau qui va aller dans un chauffage central ou qui va faire de l'eau chaude sanitaire. Ou les deux. Donc rapidement, un schéma de présentation d'un système de chauffage avec une chaudière. On est très comparable au fuel sur ce sujet-là. Vous verrez, j'en parlais souvent, je ferai souvent l'analogie, on est très proche du fuel parce qu'il y a besoin d'un camion de livraison, d'un lieu de stockage, d'une chaudière qui va alimenter après un réseau de chauffage central, exactement comme le fuel. Donc après, alimentation, régulation, nettoyage tout automatique dans une chaudière en général. Il y a différents types de chaudières qui sont plus ou moins évoluées, où il y a peut-être besoin d'utilisation d'huile de coude pour la partie automatisme, mais bon, en général, les chaudières qu'il y a sur le marché, les principales maintenant, elles fonctionnent sur cette base-là pour apporter un maximum de confort au client, puisque le client qui sort du fioul ou du gaz, il va pas accepter de revenir à l'âge du bois-bûche, quoi. Donc il faut qu'il ait un confort que le granulé peut offrir avec ces chaudières-là. Autonomie d'une saison. Alors après, l'autonomie, c'est à l'installation qu'on va choisir. Nous, on recommande de mettre une saison, mais il y a plein d'autres possibilités. Grande fiabilité, évidemment. C'est des appareils qui ont quand même plus de 20 ans d'expérience maintenant. C'est pas en France que ça a démarré, sur ces produits-là. C'est l'Autriche et l'Allemagne. Et essentiellement l'Autriche. D'ailleurs, tous les acteurs, les gros acteurs français présents sur le marché français, c'est tous des Autrichiens, sauf une ou deux exceptions. Un rendement très élevé, plus de 90% pour la chaudière. Poêle 85, chaudière 90. Bon, la plupart des chaudières maintenant sont au-delà de 90% de rendement. Et avec les condensations, on dépasse même les 100%. Et puis, espace de stockage optimisé. Alors, ça fait sourire souvent, parce qu'on nous dit toujours, le granulé, son gros problème, c'est le stockage. Non, c'est pas un problème, le stockage. C'est comme du fuel, quoi. Le fuel, il faut une cuve. Le propane, il faut une cuve. Le granulé, il faut une cuve. Voilà. Bon, c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est pareil. Donc après, c'est sûr, quand vous avez une installation chauffage fuel avec une cuve et que vous enlevez pas la cuve, il faut retrouver un autre endroit pour stocker. Mais foncièrement, c'est le même principe, quoi. Pourquoi optimiser alors ? Parce que c'est pour dire qu'on n'est pas, c'est pour vous faire réagir justement, c'est pour dire qu'on n'est pas sur une logique d'avoir 10 mètres cubes pour une maison qui se chauffe avec une chaudière à 12 ou 15 kilowatts, quoi. On est sur une logique, c'est juste pour préciser ce point-là, c'est-à-dire pour expliquer que on n'est pas sur du volumineux, on est sur comme un autre combustible de type gaz ou gaz propane ou fuel. Alors j'ai pas précisé, vous faites bien de m'interrompre, si vous avez des questions, j'y répondrai ou alors je vous dirai de patienter, vous m'excuserez parce que après je le traite dans la suite. Mais n'hésitez pas à intervenir parce que je suis assez bavard. Faites comme monsieur, coupez la parole parce que sinon vous y arriverez pas. Vous n'avez pas fini d'arrêter en tout cas. On verra. J'ai du répondant. Comment s'approvisionner en granulé? Donc en sac, c'est le classique, c'est ce qu'on voit de partout maintenant, sur palette livré chez soi ou vous allez chercher par quelques sacs chez le professionnel de la distribution de granulés ou à la grande distribution. En big bag aussi. Alors le big bag en général, c'est pas tellement utilisé pour le client final, c'est plutôt utilisé en intermédiaire pour les distributeurs de granulés en vrac qui n'ont pas de stylo de stockage. Mais ça peut être utilisé chez un particulier, sachant que c'est un peu compliqué. Un gros big bag d'1 tonne, c'est la photo que vous avez en bas à gauche. À manipuler, c'est pas simple. À divider, c'est pas simple non plus. Voilà. Puis après, il y a des différentes entreprises qui ont proposé des solutions de stockage simples qui sont amenées par un professionnel de type, c'est sous forme de palette généralement. C'est ce qu'on voit au milieu, la palette box ou à droite les palettes modules qui permettent d'avoir de la souplesse. Il y en a d'autres encore, j'ai pas tout mis, mais si certains sont allés au Bois Énergie à Nantes cette année ou l'année dernière à Saint-Étienne, il y a pas mal de solutions de stockage adaptées, notamment quand on peut pas transporter des sacs de 15 kilos. Après, comment s'approvisionner en granulé en vrac pour une chaudière? Bon, là, c'est fuel. C'est exactement pareil. Vous avez un stockage principal avec un camion qui vient récupérer, faire le plein et qui va livrer avec un tuyau qui va remplir un silo chez le client avec une pesée embarquée pour la plupart maintenant qui va vous permettre d'avoir une précision à 5 ou 10 kilos près, peut-être plutôt 10 kilos. Il y en a certains à 5, mais globalement, c'est plutôt 10 kilos près. Donc, on arrive à une logique de confiance qu'il n'y avait pas avant, puisqu'avant, c'est pas qu'il n'y avait pas de confiance avant, mais c'était plus délicat, puisqu'avant, on avait souvent des camions à caisson. Et donc, le client, il fallait qu'il fasse confiance à 100% à son installateur, à son distributeur. Alors que là, maintenant, il a une facture avec le poids exact à 10 kilos près, comme, encore une fois, le fuel. Alors maintenant, on va rentrer dans un sujet qui va sûrement, j'espère, vous intéresser, c'est les arguments du granulé. Bon, c'est du bois, c'est écologique. Alors, premier point, et je crois que c'est cher au 5A7 de l'éco-construction, c'est l'impact environnemental. Donc là, on parle de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas nous qui l'avons fait, ça, c'est l'ADEME. Donc, c'est pas la filière granulée qui s'est amusée à vanter les mérites de son produit.
vous avez, c'est en grammes d'équivalent CO2 par unité d'énergie. Donc, vous voyez le granulé où il est. Alors, il faut parler d'une petite chose. On est à 7 avec le granulé. C'est dans le cas où on considère que la matière première qui sert à faire le granulé, on lui affecte pas de bilan carbone. C'est-à-dire qu'on considère que le bilan carbone est neutre puisque c'est entre guillemets, attention, entre guillemets, un déchet. Si vous êtes sur une logique de dire ah ben attendez, il faut quand même couper l'arbre, il faut le broyer ou le scier ou je ne sais quoi, et l'amener après, amener le produit chez le granulateur pour qu'il le travaille. Si on part sur ce postulat-là, on n'est plus à 7, mais on est à 16. Donc ça fait plus que doubler, mais bon, je pense que je veux pas, par rapport au premier, plus proche c'est l'électricité qui est à 180, il n'y a pas photo quoi. Je veux dire, donc là, sur le niveau gaz à effet de serre, ça c'est le granulé, la plaquette c'est pareil, la bûche c'est pareil. Je veux dire, on est peut-être la plaquette est un peu moins et la bûche un peu moins, mais globalement on est dans les mêmes ordres de grandeur par rapport aux autres énergies qui sont vraiment assez coûteuses en gaz à effet de serre. L'unité, c'est ce que, alors ça se voit pas bien, hein, c'est des grammes d'équivalence carbone par unité d'énergie. D'accord, donc c'est à unité d'énergie comparable. Ouais. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc ça veut dire qu'en efficacité, quand on veut, par exemple, on veut je ne sais combien de kilowattheures de chaleur, on a besoin, enfin... Vous avez besoin d'une unité d'énergie, oui. Voilà, donc on a du kilowattheure, par exemple, quelque part, on a la même unité de kilowattheure, et on rejette 466 CO2 avec pour du fuel, etc., etc. Voilà, c'est ça. Parfait, merci de la précision. Après, il y a un autre point, c'est un autre point qui est important. Nous, dans les Alpes, on a la vallée de l'Arve. Ici, vous avez aussi un PPA, un plan de protection de l'atmosphère. Les poussières, là, on parle de PM10 sur cette partie-là. Donc, je pense que vous êtes tous au courant quand même que pour qu'il y ait le moins d'émissions de particules lorsqu'il y a une combustion, il faut que la combustion soit le plus parfait possible, ce qui veut dire un combustible de qualité, une installation de qualité, un appareil de qualité et une alimentation de qualité. L'alimentation de qualité, ça implique aussi l'arrivée d'oxygène au bon moment et comme il faut. Donc c'est sûr que quand vous êtes sur un foyer ouvert, il n'y a rien de tout ça qui est contrôlé. Plus vous montez dans des logiques de qualité avec des foyers fermés et avec des alimentations automatiques et avec des combustibles homogènes, plus vous allez arriver à un niveau d'émission une combustion la plus parfaite possible et le moins d'émissions de particules. Donc là, il n'y a pas d'unité, là, c'est simplement des facteurs. Sur ce graphique-là, donc le graphique commence en bas avec le facteur 100 pour une cheminée à foyer ouvert, et vous remontez pour arriver jusqu'aux deux derniers qui sont la chaudière plaquette automatique et la chaudière granulée qui est pour la chaudière granulée à 0,23, donc 400 fois moins, même plus que 400 fois moins. Donc c'est pas un hasard, c'est que le granulé, il a un atout quand même, il a plusieurs atouts importants. C'est que déjà il brûle dans un appareil qui est de qualité puisqu'il est récent. En plus, les chaudières et les poêles, ils ont pour les plus vieux, ils ont peut-être 15 ans, mais pas plus. Donc c'est des appareils qui sont sur des logiques modernes et récentes. C'est des appareils automatiques qui sont régulés. Donc ça veut dire que l'amenage de bois dans le creuset ou dans le lieu de combustion, il est réglé automatiquement, c'est géré, c'est pas vous qui arrivez en disant tiens là il faut que j'en rajoute, il faut que j'en rajoute pas. Et puis le gros avantage du granulé, c'est que c'est un produit qui est très sec systématiquement, moins de 10% d'humidité. Alors tous les autres combustibles bois sont pas aussi secs, donc ça aide aussi. Et puis le dernier point, c'est que c'est un produit qui est homogène, qui est toujours pareil. Donc étant homogène et toujours pareil, automatiquement ça aide à une bonne combustion, d'où des émissions de particules faibles parce que la combustion est très bonne. Voilà. Donc j'ai rajouté une petite chose récemment, là j'ai mis attention, c'est des valeurs de 2011. Sujet important, 2011, c'était il y a 4 ans maintenant. En 4 ans, les appareils, ils ont fait d'énormes progrès. Donc on n'a pas cette analyse-là, parce que nous on peut pas la faire, c'est pas de notre niveau, c'est pas de notre ressort. Il faudrait qu'on la retrouve si elle a été faite. Je crois qu'elle n'a pas été faite récemment. Mais on n'est plus à 0,23 sur les chaudières ou 1 sur les poêles. Ça a été peut-être divisé par 2. On est vraiment, il y a du progrès permanent sur les appareils de chauffage à granulés. Et même à bûche, parce qu'avec les contraintes de l'atmosphère qu'il y a maintenant, on est obligé de progresser de partout.
Le choix de l'écologie aussi, hein. C'est écologique, on l'a vu tout à l'heure, c'est du déchet, il faut pas qu'il y ait un scieur dans la salle, sinon il va me voler dans les plumes, mais avant on parlait de déchets, on parlait de connexes, c'est quand même des connexes valorisés. Transport limité, pourquoi? Parce que la matière première du granulé, ça voyage pas. Je veux dire, c'est léger, c'est volumineux et léger, donc coûteux en transport. Donc c'est toujours utilisé et donc granulé très proche du lieu de production. Une énergie locale, c'est du bois, je vous fais pas un dessin, et une énergie renouvelable, pareil. Après, c'est local, donc on va juste un ou deux petits points. On utilise une ressource locale, toutes les énergies ne peuvent pas en dire autant, des savoir-faire locaux. Hein, on n'a pas besoin nécessairement aussi d'ingénieurs de très haut niveau de partout en France, et surtout pas nécessairement dans les grandes villes. On a besoin aussi de gens qui sont des techniciens ou qui sont simplement des acteurs de la forêt et des zones rurales. Donc le bois et le granulé en particulier sont très importantes pour ça. Et puis accessoirement l'indépendance énergétique. Cette année, en 2014, on a approché le 1 million de tonnes de consommation. Concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas importé 500 000 mètres cubes de fuel, accessoirement. Je veux dire, si on était encore plus, ce serait encore mieux. Mais je veux dire, c'est quand même un point concret. C'est-à-dire que la balance commerciale française, elle n'est pas pénalisée par ça, puisque c'est des produits qui sont faits en France. Performant. Donc, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Le granulé, c'est un pouvoir calorifique important, puisqu'il y a une densité énergétique importante dans le granulé. C'est pas la densité énergétique du charbon, mais on est la densité énergétique la plus importante dans les combustibles bois. Des appareils toujours performants, donc on l'a évoqué, des rendements importants, des émissions faibles, et puis une progression continue du travail des constructeurs d'appareils pour arriver à des meilleurs rendements encore et des meilleurs rendements de manière générale. Après, il y a aussi la qualité du granulé. Donc ce que je mets là, c'est 97% de la production française est certifiée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une certification? On entend parler de normes DIN+, de normes NF. Non. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Comme dans tout métier, vous avez des normes. Et dans le granulé, il y en a une, c'est une norme qui est maintenant ISO, donc internationale, qui définit les caractéristiques du granulé, qui va dire, le granulé, pour qu'il soit utilisé correctement dans un poêle ou une chaudière, il faut qu'il soit de telle dimension, qu'il ait telle masse volumique, tel pouvoir calorifique, tel taux de cendre, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas faire le détail de tout. Et cette norme, elle va définir ça, point à la ligne. Après, c'est au producteur de vouloir garantir à ses clients que son granulé, il est conforme à cette norme. Et pour ça, il va faire appel à des boîtes privées, puisque c'est des boîtes privées c'est des commerciaux qui interviennent à ce niveau-là au départ. Et ces boîtes privées, elles sont au nombre de 3 sur le marché français. Il y a l'AFNOR, alors on va croire que c'est pas privé, mais c'est quand même privé quelque part, et surtout le FCBA qui s'en occupe, qui gère ça, qui s'occupe de la norme, de la certification NF. Vous avez DIN+, avec là pour le coup c'est vraiment une boîte privée, c'est DIN Certco en Allemagne, qui elle gère la DIN+, qui était la première certification qui arrivait sur le marché, d'où sa renommée actuellement. Et puis vous avez l'EN+, qui est géré par une association européenne des associations comme Propolet, qui a lancé cette certification il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Donc ces certifications-là, elles vont garantir à minima la même chose que la norme. Et aujourd'hui, c'est pas à minima, elles garantissent toutes la même chose. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc concrètement, aujourd'hui, que le granulé soit DIN+, NF ou EN+, il garantit les mêmes caractéristiques produits. J'insiste lourdement là-dessus, parce qu'on a beaucoup de gens qui disent « Moi, mon granulé est DIN+, il est meilleur que celui qui est EN+, ou il est meilleur que celui qui est NF, et vice-versa. Hein, chacun va vendre sa sauce. » Donc ça, c'est important de le savoir. Quand vous avez du granulé, à partir du moment qu'il est certifié, il est de qualité et il garantit les mêmes caractéristiques. Alors après, il peut fluctuer au sein de ces caractéristiques, mais c'est pas propre à la certification, puisque la certification, elle va garantir des tolérances. Donc après, on peut être sur le haut de la tolérance, le milieu ou le bas, suivant les critères et suivant les produits. Mais à la base, c'est le même produit au niveau qualitatif. Voilà, j'espère que vous l'avez bien intégré parce que c'est un point important sur la filière aujourd'hui et il y a d'autres sujets sur lesquels il faut se battre avant d'aller se battre sur ce genre de sujet. Confortable, on l'a vu, automatisme et autonome, qualité de l'air et une source de chaleur naturelle. Et un petit point qui est important quand même, déjà, le granulé, c'est une énergie à part entière. Je reviendrai dessus tout à l'heure. C'est du bois, oui, mais c'est une énergie. Des producteurs bien répartis. Vous avez la carte des producteurs en France, qui sont répartis sur le territoire. Là, c'est une carte qu'on a fait en 2013, avec en orange les productions de 2013 et en jaune les productions prévues pour 2015. Donc,
Il y en a d'autres qui arrivent en cours, là. Il y en a 2-3 qui sont en cours d'installation aussi. Donc vous avez des producteurs de granulés un peu partout en France. Mais à la limite, ils seraient tous dans le sud-ouest ou je ne sais où, ça changerait pas grand-chose parce que c'est pas le producteur qui va faire le marché, c'est la vente d'appareils sur un lieu et la présence de distributeurs de granulés, en particulier pour les chaudières, qui sont les critères à retenir de manière importante. Et là, c'est là qu'il faut le voir. Les sacs, vous en avez de partout, chez des professionnels de l'énergie, comme dans la grande distribution. Je pense que vous l'avez vu cet hiver, vous allez dans un casto ou dans une grande surface alimentaire, vous avez maintenant du sac de granulés. Et puis, vous avez des camions de livraison en vrac. Aujourd'hui, sur la France, il y a à peu près 130 camions qui tournent. Donc, 130 camions, ça veut dire qu'il n'y a pas, sauf vraiment quelques exceptions, il n'y a pas de rayon de plus de 50 km autour d'un distributeur il n'y a pas de rayon de plus de 50 km autour de quelqu'un où il n'y a pas un distributeur de granulés en vrac. Alors, il y a quelques coins, je vous le concède, où c'est encore un peu limite, mais il n'y en a pas 50, quoi. Voilà. Et puis, sans compter après, pour le collectif, tous les systèmes de livraison en vrac, que ce soit des camions classiques qui lèvent ou des camions à fond mouvant qui vont pouvoir livrer du granulé. Donc ça, je reviendrai dessus un peu tout à l'heure, mais s'il y a des maîtres d'œuvre dans la salle, il faut bien intégrer ce point-là, c'est que le granulé ne se livre pas nécessairement en camion souffleur. Il peut se livrer en camion benne dans une trémie, comme on va verser par exemple du grain dans une trémie chez un céréalier. Voilà. Donc, confort, il y a tout ce qu'il faut comme service à proximité de chacun. Voilà, donc on a vu pas mal de points sur le granulé, écologique, local, performant, confortable. Bon, what else, quoi? Bah, what else? Économique. Alors, ça peut peut-être faire réagir certains, mais il faut en être conscient. L'indice des prix du granulé et des énergies en général. Alors, je reviens dessus déjà pour expliquer l'historique de cette chose-là. Vous avez, les courbes viennent toutes des indices des prix INSEE fournis par le SOS, c'est-à-dire le ministère de l'écologie et du développement durable. Toutes sans exception. Donc vous avez le propane en haut, l'électricité et le propane en haut. Après le fuel qui, malheureusement, quand on va à la pompe, on est content, mais quand on est dans la file à granulés, on n'est pas trop content, mais bon, c'est comme ça, qui a chuté massivement récemment, le gaz naturel et le granulé en orange. Donc ça, c'est un Propelec qui a mis ça en place en 2011, qui a commencé en 2011, qui a validé avec le ministère de l'écologie et du développement durable en 2012, et depuis 2014, 1er janvier 2014, c'est passé indice des prix INSEE, les indices du granulé. Les deux indices sont les suivants. Vous avez en bas, en orange sombre, le vrac. Le vrac, donc c'est du TTC puisque c'est client, c'est comme les autres d'ailleurs, et c'est du livré par 5 tonnes à 50 km, dans un rayon de 50 km. C'est le truc standard que chaque livreur de granulés en vrac a dans son barème, et c'est ce qui nous donne, ce qui nous donne pas à nous, mais qui donne à l'organisme qui fait la collecte, le prix du granulé sur sa zone. En orange clair, c'est le prix au sac, mais attention, là c'est le sac non livré par palette complète d'une tonne enlevée ou pas enlevée, mais payée chez le distributeur. Je dis pas enlevée parce que des fois les distributeurs vont stocker et vous allez payer la palette et puis la prendre par petits bouts comme c'est un service que certains distributeurs offrent. Voilà, donc ça, ces deux prix du granulé, c'est les deux prix qui sont maintenant officiels, indice INSEE du prix des énergies. Alors, bon, on voit que c'est au kilowattheure le plus économique. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais bon, le fuel c'est cassé la figure. Mais le fuel, on s'en fout, pardonnez-moi l'expression, mais on s'en fout, parce qu'on sait que le fuel, à long terme, ou même à moyen terme, il ne sera pas à ces niveaux-là. Donc, quand on fait un investissement d'une chaudière, on n'est pas à regarder sur un an. Alors je sais que ponctuellement, c'est un problème, parce que chacun va regarder son porte-monnaie. Est-ce que vous êtes capable de dire dans combien de temps le prix du fuel va remonter? Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup contre le fuel. Enfin, il n'y a pas que le fuel, hein. Vous attaquez beaucoup le fuel? J'attaque pas le fuel. Je sais pas, c'est beaucoup le... Ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui... Dites-moi quand est-ce qu'il va remonter le prix du fuel, s'il vous plaît? Je sais pas, mais on sait que... Ah, voilà. On sait que dans les... Ce que vous appelez, bref, moyenne échéance, quoi. Je veux dire, à l'ère humaine, vous voyez, 20 ans... Oui, mais je pense que... Si vous regardez la courbe, vous voyez quand même qu'il y a une tendance plutôt... haussière, je parle pas du passé, monsieur. Je parle du devenir. Non, je parle pas du passé, je parle de ce qu'on voit à l'écran. Ah, mais c'est déjà du passé, c'est décembre 2014. Alors, on va pas faire des plans sur la commune, on n'a pas de boule de cristal. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, qui est raisonnable en France? Non, mais oui, je vous dis. Mais qui en France aujourd'hui, raisonnablement, va vous dire le fuel va continuer à baisser? Je veux dire, bon, on va pas rentrer dans ces débats-là parce qu'on n'en sait rien. Mais
pour discuter régulièrement avec les fuelistes, voire des très gros fuelistes, tout le monde le sait. Le fuel, il va remonter. Et on parle du fuel parce que c'est un produit qui est très comparable. Le fuel ou du gaz, hein, les énergies fossiles. Hein. Ouais, mais la base des prix, c'est par rapport au fuel. Toujours, on prendra toujours le gaz par rapport au fuel. Exact. Voilà, c'est pour ça qu'on parle toujours de fuel. Et puis nous, on parle aussi, merci de... Ce n'est pas une attaque, c'est moi je dis attaque, si le fuel augmente, tout le reste devrait augmenter. Exact. Mais tout le reste sauf le granulé. Et le fuel, donc pourquoi on parle du fuel aussi? Parce que c'est, quand vous êtes vendeur de chaudière, vous savez que c'est le combustible qui est le plus remplacé par le granulé. Voilà, c'est logique, il y a des centaines et des centaines de chaudières fuel à remplacer. C'est là qu'il faut mettre du granulé, avec des chaudières. Voilà pourquoi. C'est pas une agression particulière. Dans nos adhérents, on a énormément de fuelistes. C'est pour vous dire. Donc voilà. Donc voilà. Donc concrètement, cette courbe-là, après, on voit effectivement qu'en 2013, il y a eu un petit sursaut, là, un gros sursaut. Voilà, je vous ai mis ça autrement maintenant. L'historique du prix du granulé depuis 8 ans. Sur 8 ans, le granulé, il a augmenté de 14% en sac et 30% en vrac. Ce qui vous fait une hausse de 1,75 en moyenne par an en sac et 3,75 en vrac. Alors effectivement, en 2013, vous êtes à plus de 12% de hausse sur une année. Alors encore une fois, vous allez me dire, ah purée, mais si vous me racontez des cracks, hein, moi le prix du granulé était bien plus haut que ça chez moi, il avait pris une bien plus grosse hausse. Je ne raconte pas de crack, moi je raconte ce que les distributeurs de granulés sur toute la France ont comme prix. Donc c'est une moyenne, c'est pas local dans un département ou autour d'une ville ou je ne sais où, c'est du national et c'est sur un trimestre. Donc c'est trimestre par trimestre. Donc je veux bien entendre que le prix du granulé a explosé, mais la courbe, elle est là, quoi. Donc après, il y a personne qui la truque. La courbe, c'est une courbe qui est faite avec un contrôle de KPMG. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Donc après, on voit que le granulé est très stable. Alors, il y a des gens qui disent aussi, ouais, le prix monte. Quand le fuel monte, le granulé monte. Quand le fuel baisse, le granulé baisse. Excusez-moi, mais là, si vous arrivez à trouver un rapport entre la courbe du granulé et la courbe du fuel, encore une fois, on parle de fuel, excusez-moi, mais il faut quand même, faudra vraiment m'expliquer comment on le voit le rapport. Hein. Oui, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, on cherche à placer beaucoup de chaudières granulées. On cherche à placer beaucoup de chaudières granulées parce que c'est pas bien encore implanté en France. Mais quand ça va être bien réparti en France, ça fera comme les autres matières. Hein, ça va augmenter comme on veut. Parce que les gens qui auront des chaudières granulées, ils pourront pas s'en défaire vu le prix que ça coûte. Et donc, ils vont subir les évolutions par la suite. Quand ce sera bien implanté, je m'entends bien. Parce qu'il faut bien le comprendre, ça. Hein. Alors, effectivement, les gens vont subir, mais ils vont pas subir des hausses nécessairement. On reviendra dessus, on va revenir dessus tout à l'heure, je vous expliquerai 2-3 données. Après, on peut, encore une fois, on fait pas de plan sur la comète. Il y a des logiques économiques qui font qu'on va pas avoir des fluctuations aussi importantes. Oui, mais à un moment donné, on va parler qu'il y aura plus de bois, assez de bois sur Terre pour fournir. Donc ça va commencer, comme on fait pour le pétrole, hein, ça va commencer à augmenter et tout ça. Et, tout le monde subira ce genre de hausse. Ça faut bien prévoir, hein, je veux dire, en prévision. Non, mais on peut le prévoir. Simplement, c'est pas ce qui va se passer. Alors, si on peut rentrer dans le sujet tout de suite. Un sujet très général qui intéresse tout le monde, le bois. Est-ce qu'on a assez de bois? Je dis bien, est-ce qu'on a assez de bois? Je dis pas, est-ce qu'il y en a assez qui est disponible? Je parle de bois disponible, du bois qui existe. En France, la forêt se développe de 10% par an. On n'en consomme même pas 5%. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, du bois, il y en a. Non, mais après, vous pouvez remettre ça en doute, mais bon, je veux dire, c'est pas moi. Hein, Je remets en question, pour l'instant, l'implantation des chaudières granulées, il n'en a pas une grosse place. Oui, mais attendez, laissez-moi finir. Ça, vous l'avez déjà expliqué. Laissez-moi argumenter. Donc, du bois, il y en a. Après, pour le faire sortir, c'est sûr qu'il y a un problème, mais aujourd'hui, ce problème commence à être résolu puisqu'il y a des fonds qui sont mis en avant. Et justement, on a dans le fonds chaleur qui a été mis en avant depuis plusieurs années pour développer des chaudières granulées, des chaudières bois énergie. Il n'y avait pas d'inquiétude sur l'approvisionnement et on mettait des sous dans l'installation, mais pas dans la pro. Et là, maintenant, vous avez des fonds qui sont mis. Premièrement. Deuxièmement, on sait aussi que la consommation, et ça c'est les prévisions qui ont été données par le gouvernement et qui sont suivies, enfin par l'État et qui sont suivies actuellement, qu'on ne consommera pas plus de bois dans l'avenir, on consommera moins de bois par unité, mais au global, on aura plus de gens qui seront équipés puisqu'on aura une amélioration des conditions d'isolation des maisons, une amélioration de l'efficacité énergétique des appareils. Donc,
même si on installe beaucoup de chaudières granulées, ce que je souhaite, mais il faut pas rêver non plus. Il y en aura qui s'installeront, mais on va pas non plus en avoir autant que du fioul, je pense pas. Donc on aura besoin de moins d'énergie, donc du bois, il y en aura besoin de plus, parce qu'il y en a plus qui s'installent, mais au global, pas plus. Donc ça, c'est un point aussi. Et après, on verra pour le prix, j'y reviendrai après. Donc je reviens sur ma courbe de base. Donc voilà, donc l'évolution du prix du granulé, il augmente. La filière granulée est partie sur un mauvais postulat au tout début de la filière. On disait, c'est du bois, c'est pas cher, ça se trouve facilement, ça n'augmentera jamais. Bon, c'est une erreur majeure. C'est que quand vous mobilisez de la matière, à partir du moment où c'est de la matière naturelle, automatiquement, vous subissez les coûts qui vont avec. Donc là, on va revenir sur le prix de 2013, mais on a obligatoirement une hausse. Nous, on table sur une hausse environ de 3% par an sur le long terme. Oui, monsieur. Je voulais savoir, le granulé bois, à quelle taxe il est soumis? C'est-à-dire que le fioul, on sait très bien qu'il est soumis à des taxes de l'État. Donc là, le granulé bois, est-ce qu'il est soumis à la TVA? Est-ce qu'il est soumis à une autre taxe? Quel montant représente les taxes, s'il y en a une, sur le granulé bois? Parce que c'est là-dessus qu'effectivement l'État peut jouer sur l'approvisionnement. Les taxes, c'est la TVA uniquement. Et elle est à combien? À 10. À 10. Sur le combustible. Non, mais les taxes, ils jouent très peu. Hein. Ils ont plutôt tendance à vouloir augmenter les taxes. Donc là, on maîtrise pas, on sait pas ce qui va se passer. Mais bon, ce qu'il faut quand même voir, c'est que encore une fois, sur les hydrocarbures, il y a des taxes carbone qui sont ajoutées, qui augmentent régulièrement chaque année. Donc le bois, c'est pas le cas encore. C'est vrai que le jour où on n'aura plus de sous, peut-être qu'ils vont nous mettre quelque chose. Mais là, dans ces cas-là, on fait plus rien, quoi. Il faut quand même trancher sur des bases qu'on connaît, quoi. Voilà. Mais lorsqu'il y aura des équilibres de taxes, ils vont se récupérer sans doute. Évidemment. Mais si on écoute cette logique, j'ai plus qu'à m'en aller, on fait rien, quoi. Il faut quand même expliquer la réalité des choses. Aujourd'hui, vous avez des produits qui sont plus chers. Ouais. Excusez-moi, on va parler tour à tour au micro et on va essayer d'avancer aussi parce que cette question du prix, on commence à en faire le tour. Il y a une dernière question et après on va enchaîner, s'il vous plaît. C'est pas vraiment une question, c'est les allégations d'augmentation de TVA ou de taxes. Elles ont pas de sens. Vous posez pas forcément les questions sur le fioul, le gaz, etc. Et surtout, quel intérêt de subventionner un marché en faisant des crédits d'impôt, etc. pour après derrière récupérer de la taxe par ailleurs. Le but, c'est pour l'État, c'est de favoriser le granulé pour atteindre les objectifs d'émissions de CO2 vers la réduction, et aussi éventuellement de créer des emplois, d'une filière locale, etc. Quel intérêt de lui mettre des bâtons dans les roues vis-à-vis d'autres énergies qui n'ont pas les intérêts du granulé? Alors, une chose qui n'est pas connue, mais aujourd'hui, on parle de taxe sur le fuel qui est évidemment importante, puisque dès le départ, on augmente le prix dès le départ, qui n'est pas sur le granulé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les hydrocarbures dans le monde, c'est la filière qui est la plus subventionnée de partout, par tous les gouvernements. Donc, à la limite, c'est pas la limite, mais le granulé est beaucoup moins subventionné que la partie hydrocarbures, on va dire, général, parce que sinon on va me dire que je parle que de fuel. Mais voilà, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement aujourd'hui, c'est un fait, le granulé, il est relativement stable, même s'il y a des coups de chaud, et on verra pourquoi. Et puis, il y a des coups de chaud ponctuellement, mais globalement, il évolue de manière à peu près régulière. Et on va voir pourquoi, au premier abord, mais encore, j'ai pas une boule de cristal, il n'y a pas de surprise à moyen et long terme. Voilà, donc pour faire réagir, le prix augmente, oui et alors. Voilà, donc vous avez déjà bien réagi. C'est fait exprès parce que on a tout qui augmente et le granulé, il est à entre 1,5 et 3% d'augmentation par an suivant les types de produits et on en fait un vélo. Ça énerve, c'est sûr que ça énerve la personne qui a acheté une chaudière et qui s'est dit oui, je vais payer toujours le même prix et puis d'un seul coup il se prend, surtout ceux qui ont acheté en 2012 et début 2013, c'est sûr, c'est clair. Mais encore une fois, c'est pas un investissement de court terme, c'est du moyen long terme. On est sur des investissements surtout pour une chaudière sur 20 ans. L'appareil, vous n'allez pas le changer dans 5 ans. On n'est pas sur une... Bon, je ne vais pas faire de comparaison, mais c'est des appareils qui durent. Donc, c'est du long terme. Et sur le long terme, on est sûr qu'on ne prend pas de risque et on n'aura pas une explosion du prix. Une augmentation limitée par les flux internationaux, on le verra tout à l'heure, et une augmentation globale modeste, ça je l'ai déjà dit. Donc, pas de surprise à moyen et long terme. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, je viendrai vous voir dans 2 ans. On en reparlera dans 2 ans. Mais globalement, on maîtrise à peu près, on sait à peu près comment ça peut évoluer. Les aides à l'équipement, bon ça, c'est les espaces Info Énergie qui vous donneront les infos. Je vous en donne quelques-uns là, mais il faut absolument vous renseigner auprès de votre espace Info Énergie. Donc ici, ils sont là en plus dans la salle.
C'est vraiment eux qui sont les experts là-dedans et c'est eux qui savent tout au jour près ce qu'il y a comme aide. Je rappelle simplement que vous avez un crédit d'impôt qui a mis un peu le bazar fin d'année dernière, mais qui maintenant est quand même de 30% sur les équipements, sans condition de ressources ni obligation de bouquet de travaux. Donc je veux dire, quand vous payez un appareil 5 000 € pour un poêle pour commencer à une qualité correcte, enfin pas une qualité correcte, une qualité élevée, ben ça fait quand même 1 600 €, 1 700 € de moins sur la facture. Donc c'est quand même pas négligeable, ça doit quand même aider à l'installation. Bon, on sait par contre c'est que sur 2015, donc dépêchez-vous. Voilà. Après, les aides locales, bon toutes les aides, je ne vais pas détailler dessus, c'est vraiment les espaces info-énergie qui sont les experts là-dessus. Économique aussi, c'est quand même un peu nouveau maintenant, depuis 2 ans, 2-3 ans. Pour un installateur, il n'est pas contraint d'avoir un appareil à un prix lambda, il peut se faire une palette de produits. Donc sur les appareils de chauffage, un poêle, ça fluctue de 900 à, j'ai mis 9000 histoire de sur les 9, mais ça peut être 10 000, ça peut être plus. Après, vous pouvez faire votre palette de produits pour satisfaire tous vos clients. Les chaudières, c'est pareil, même combat, hein, vous pouvez avoir 2 marques, hein, même 3, hein, personne n'empêche. Après, évidemment, ça va pas être la même chose. Sur une chaudière à 5000, il va falloir mettre un peu d'huile de coude pour descendre, par exemple, alors que sur une chaudière à 10 000, il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas d'entretien sur 1 an. Donc, même pas de descendrage. C'est vraiment, après, vous avez une possibilité d'adapter l'appareil que vous allez vendre à, entre guillemets, la bourse et la volonté d'intervention du client. C'est sûr que si vous avez un client qui sort du gaz, bah, vous allez plutôt lui mettre une chaudière qui est toute automatique. S'il sort de la bûche, à la limite, s'il faut qu'il fasse une fois par semaine un descendrage et vider son cendrier une fois par semaine aussi, ça va pas trop le gêner, ce sera un monde par rapport à la bûche. Donc c'est vraiment une possibilité qui est relativement nouvelle depuis quelques mois, où vous avez vraiment sur le marché toute cette gamme de produits. Et des niveaux de technologie et de design bien différents aussi, même s'il y a quand même des gammes globales qui sont souvent les mêmes, avec quelques différences, il y a quand même des technologies différentes sur le marché, et ça permet aussi de trouver un intérêt technique pour quelqu'un qui, en général, un installateur, sauf erreur de ma part, c'est quelqu'un qui aime le technique. Et c'est aussi une manière de valoriser son métier. Et comment on choisit un bon installateur? Puisque tout à l'heure, vous avez l'air de dire que maintenant, c'était tellement simple, je vous dirais, entre guillemets, que n'importe qui pouvait s'instituer installateur. Donc, comment on choisit un bon installateur? Hormis, je ne parle pas du prix, mais quelqu'un qui va déjà vous conseiller en amont, qui va venir sur place, qui va voir les travaux. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était trop facile. Un installateur, je parlais du poêle. Hein, aujourd'hui, le problème des chaudières, c'est quand même, il n'y a pas de problème majeur. Autant on a des soucis sur le poêle, autant sur la chaudière. Généralement, c'est des chauffagistes, donc c'est des gens qui connaissent l'installation de la partie hydraulique, qui connaissent la fumisterie, ils font pas n'importe quoi. Quand je parle des mauvais installateurs poêle, c'est pas des installateurs, ça va plutôt des gens qui hier vendaient une machine à laver et demain ils se disent, ah, tiens, ça explose, je vais vendre du poêle à granulés. Donc, je vais installer du poêle à granulés. Après, comment on choisit? Je veux dire, il y a différentes solutions. Il y a que vous pouvez mettre en commun, c'est, évidemment, déjà regarder un installateur qualifié, qualification liée au bois, évidemment. Donc, évidemment, on va parler de qualification Calibois, Calibat et compagnie. Donc ça, c'est un point important. Mais je pense qu'il y a un point qui est super important, c'est déjà d'en faire venir plusieurs et de taper dans les marques qui sont connues sur le marché. Aujourd'hui, il y a quand même en chaudière en particulier, et même en poêle, vous avez un certain nombre de grands noms que vous retrouvez et qui sont faciles à trouver, quoi. Donc après, ces gens-là, ils ont des installateurs qui, pour la plupart, sont bien qualifiés et bien formés et qui vont pouvoir faire les installations qui vont bien. Mais après, on n'est pas à l'abri de canards boiteux non plus. Hein. C'est comme partout, quoi. Aujourd'hui, il y a encore des installations gaz, des installations fuel qui merdent pendant le poliment. Donc, je veux dire, c'est l'être humain, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on reprendra dessus. Je vais finir je vais passer à la suite. Et puis, s'il y a vraiment des arguments tenaces, je suis encore là après pour discuter autour d'un verre. Donc, on pourra échanger. Les données de filière, c'est ce qui va quand même argumenter sur le sujet qu'on vient de voir, notamment du prix. Production et consommation France et monde. Donc, les diagrammes, en bleu, c'est la production, en rouge, la consommation, en jaune, l'export, et en gris, donc la plus petite courbe, l'import. Alors, on n'a pas encore les chiffres de 2014, pas consolidé encore sur la production et la consommation, et pas du tout sur l'import-export, mais bon, ça va pas tarder. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous voyez qu'on a une production qui augmente régulièrement de 20 à 30% par an. 2014, peut-être un peu moins, mais globalement, on est sur ces eaux-là. Et on a systématiquement une production qui est supérieure à la consommation. Donc, c'est pour casser aussi une idée reçue. Ce que je cite tout le temps, c'est qu'en 2013, j'ai eu quelqu'un du ministère de l'Agriculture au téléphone qui me disait
De toute façon, le granulé, on s'en fout, ça nous intéresse pas. Tout est produit à l'étranger et importé en France. Bon, bah là, on est obligé d'expliquer que c'est pas vraiment ça, quoi. Donc, c'est quelque chose quand même à retenir. Les producteurs de granulés, ils ont encore de la capacité sous le pied, et les 1,4 million, 1,5 million de 2016, ils en auront encore en 2016. Donc, aujourd'hui, ils adaptent leur volume de production au marché, et en particulier à ce qu'on verra après, les installations de poêles et de chaudières. Voilà. Après, un producteur, il produit essentiellement dans la période, entre guillemets, chaude, c'est-à-dire, en gros, de avril à octobre. C'est les meilleurs moments pour produire en termes de qualité et en termes de coût. Donc automatiquement, il va commencer à avoir du stock dès le début de l'année. Et ce stock, eh ben en France encore, on n'a pas encore l'habitude d'approvisionner suffisamment tôt, que ce soit les distributeurs ou les clients finaux, et tout est lié. Donc il va exporter. Donc vous avez beaucoup de granulés qui partent en Italie, quelles que soient les années. Bon, cette année un peu moins parce que l'Italie, elle est comme nous, il fait pas froid, donc ils en consomment pas beaucoup. Mais globalement, on le verra après, l'Italie est un très gros consommateur et c'est la cible prioritaire, pour pas dire la seule, des producteurs français. Donc ça permet de sortir du granulé. Et après, en fonction de la saison, eh ben, il faut réimporter en rapport. Voilà. Donc, on se retrouve avec toujours un petit écart supérieur de production par rapport à la consommation, mais avec de l'import-export. Et c'est très bien pour le marché parce que ça permet d'amener de la fluidité et de la disponibilité de granulés quand il faut. Les ventes d'appareils. Donc, en bleu, les poêles. En rouge, les chaudières. Alors, les chaudières, elles paraissent vraiment flagada. Non, elles ont les mêmes taux de croissance que les poêles, sauf que quand on les met sur la même courbe, elles sont un peu écrasées parce que ça représente 10% du nombre d'appareils installés. Mais ça représente quand même un tiers de la consommation de granulés. Donc les chiffres de vente d'appareils ne sont pas consolidés sur 2014, mais on a à peu près une petite idée. Et on pense par exemple sur les poêles qu'on est à 80 000 contre 94 000 en 2013. Alors, il y a un petit trait jaune qui est important parce que 2013, c'est une année exceptionnelle à tous les niveaux. Et qui a vu un nombre d'installations, il y avait plus 65% d'installations de poêles en 2013 par rapport à l'année précédente. Donc c'est assez exceptionnel. Et si on suit plus ou moins la tendance qu'il y avait dès le départ, on tombe sur le volume de cette année, de 2014. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, vous me direz, mais l'idée, c'est quand même de montrer, et tous les pays ont fait le même constat, c'est de voir que 2013 c'est une année exceptionnelle, et si on continue sur la courbe normale ou plus ou moins normale qui était prise en 2012-2011, on arrive sur des volumes qui sont à peu près ceux de l'année 2014. Malgré la difficulté de vendre des appareils en 2014, parce qu'il n'y a pas eu d'hiver, on le verra après. Donc, un petit point sur la situation 2013-2014. 2013, encore une fois, année exceptionnelle pour différentes raisons. Coup de froid. 2013, je vous rappelle quand même que en avril et mai, on se chauffait encore normalement, plus que maintenant. Donc, si vous avez bien noté ce que je vais expliquer, les producteurs, eux, dès avril, ils sont en train de produire pour la saison d'après. Donc là, cette année-là, 2013, ils n'ont pas pu produire pour la saison d'après. En mai, ils n'ont pas pu produire pour la saison d'après. Ils produisaient pour la saison qui était en cours. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu 2 mois de production dans l'année. Ils ont perdu, 1 mois, parce que ce qui a été engrangé en stock en début d'année pour finir la saison, ça a servi pour la saison d'après. Mais globalement, et c'est ce qu'on a constaté, ils ont couru après pendant toute l'année, ils avaient 4 à 6 semaines de retard systématiquement. Donc ça, c'est un point qui a fait, et il faut être très honnête, qui a fait que les prix se sont raffermis à ce moment-là. Ça a permis de retrouver de la marge pour certains, ou de trouver de la marge pour certains acteurs de la filière. Il y en a qui en ont abusé, on ne peut pas l'éviter, mais globalement, c'est ça. Et donc, ce coup de chaud pour la disponibilité du granulé. Et à ce moment-là, dans tous les pays du monde, enfin pas du monde, mais d'Europe, c'était la même situation. Il n'y avait pas de granulé et les producteurs y ramaient. Mais je voudrais quand même insister sur un point, c'est que, à notre connaissance, il n'y a pas eu un utilisateur final qui n'a pas eu son granulé en 2013. Donc, il y a des distributeurs qui n'ont pas eu de granulé, il y a des installateurs qui vendaient du granulé qui n'ont pas eu de granulé, ça c'est sûr. Mais des utilisateurs finaux, ils ont tous eu du granulé. Alors, avec un peu de retard, c'est sûr, mais ils en ont eu. Et un petit point qui n'est pas évoqué là, en 2013, vous avez beaucoup de gens aussi qui ont surstocké. En voyant la situation, ils ont acheté plus de granulés que ce qu'ils consommaient habituellement. Donc ça a contribué aussi à compliquer la chose pour les autres qui n'avaient pas encore acheté. Et 2013 a eu quand même une très grosse vertu, c'est de structurer la filière granulée au niveau de la partie distribution. Avant 2013, vous étiez producteur de granulés, vous livriez au même prix et avec des quantités bien différentes, au même prix, un producteur et avec les mêmes délais, un consommateur, un distributeur plutôt, qui consommait peut-être 2000 tonnes par an de granulés, qu'un distributeur qui consommait 2 camions, c'est-à-dire 50 tonnes. Ça, c'est pas normal. Une filière organisée, elle fonctionne pas comme ça. Donc, il faut adapter le prix au volume et la disponibilité au volume aussi.
Et donc cette période-là a obligé les producteurs à adapter et à structurer leur réseau de distribution. Et c'est pour ça que maintenant on est venu dans une logique qui est plus entre guillemets normale, c'est où un distributeur qui consomme très peu de granulés, il a soit pas le producteur en direct, il a un autre distributeur avant lui qui fait la relivraison, comme vous avez encore une fois dans le fuel, et vous avez des gros distributeurs qui ont pris plus de place parce qu'ils avaient plus de marché, plus de consommation et donc des prix aussi plus intéressants. Voilà, donc ça permet de structurer, c'est ce qui fait que maintenant on arrive à peu près à jongler un peu mieux qu'avant, mais on n'est vraiment pas sorti c'est pas encore super structuré. Et pour le consommateur, alors quelle est la meilleure période pour s'approvisionner justement, pour pas se trouver dans cette phase La meilleure période pour s'approvisionner, en règle générale, c'est ce que font par exemple les Italiens, c'est le printemps. Printemps-été. C'est à partir de maintenant. Quand on a presque fini de se chauffer, donc on a consommé. C'est pas pour les mêmes. On va attendre la prochaine saison de froid pour dire au mois de septembre, octobre. C'est comme la bûche, sauf que c'est pas pour les mêmes raisons. Mais le granulé, je veux dire, c'est le moment où il y a les offres d'été, donc économiquement c'est le plus intéressant, et vous n'êtes pas soumis à la contrainte des livraisons pas serré qu'il y a en coup de chaud. Et encore une fois, comme dans les autres, le fuel, on sait que les fuelistes en hiver, ils sont explosés. Ils ont pas réussi, comme nous on n'y arrive pas encore, à faire que les gens s'approvisionnent en saison creuse, quoi. Et ça permet aux producteurs de voir, parce que quand le producteur, il a son distributeur qui lui demande la matière de bonne heure, eh ben, il sort du granulé et puis il a le temps de voir venir et d'ajuster pour pouvoir suivre l'hiver quand il arrive. Attendez. Ce que je veux dire, enfin là, s'il y a des installateurs, c'est eux que ça concerne surtout. C'est souvent des problèmes de capacité de stockage des clients, de toute façon, parce que quand même le plus important pour un consommateur final, c'est de pouvoir passer l'hiver avec son stock de granulés et d'avoir des approvisionnements pendant les 8 mois autres que l'hiver, quoi. Ben, là, vous avez raison. Puis de toute façon, dans un hiver entre guillemets normal, c'est souvent qu'on est obligé de réapprovisionner en février-mars. Et ça permet de passer, d'attaquer la saison avec un silo plein, quoi. Enfin, on touche aussi un problème en ce moment, là, en période de crise dans laquelle on est en ce moment, c'est quand même l'immobilisation dans la cuve. Hein. Bon, ensuite, je voulais aborder un point entre l'année 13 et l'année 14. Je crois qu'en année 13, vous oubliez un point qui est aussi, que vous abordez dans le point 14, dans l'année 14, c'est les certificats d'économie d'énergie. Je crois que l'année 13 était défavorable par rapport à l'année 14. Et donc, ma question étant de savoir si la vente de poêles appelée est sujet au balai du REC, quoi, aux avantages, parfois aux avantages fiscaux issus des certificats d'économie d'énergie. Aussi. Alors, certificats d'économie d'énergie, je vais laisser la parole à quelqu'un qui les maîtrise bien, qui s'appelle Christophe Saint-Cyr, où on en reparlera après, si vous voulez. C'est sûr que quand il y a des aides, les dernières aides avant les 30%, ça n'a pas aidé. 15%, ça n'excitait personne. Mais pas trop à l'époque. Mais ce qui était avant, à une époque, il y a eu 40 ou 50%, j'ai plus en tête. Mais là, par contre, c'est sûr que ça fait du bien, quoi. Alors après 2014, une année morose, on en sort, hein, pas d'hiver, avec un S, parce que début d'année pas d'hiver, fin d'année pas d'hiver. Une conjoncture générale mauvaise, hein, on y regarde à deux fois avant d'investir 5 à 6 000 euros dans un poêle et 15 à 20 000 euros dans une chaudière. Et puis les prix du granulé ont connu un léger fléchissement. Évidemment, c'est comme tout, quand ça se vend pas parce qu'il n'y a pas de consommation, les prix descendent un peu, quoi. Voilà. Donc c'est un résumé rapide de la situation actuelle. Maintenant, on sort du franco-français, on va un peu plus loin. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a deux utilisations pour le granulé. Il y a le chauffage, on l'a vu, et l'électricité. Donc, deux utilisations, c'est majoritairement deux qualités de granulé. Donc, le granulé qu'on appelle premium, pour être simple, mais selon la norme, c'est la classe A1. Voire A2, mais surtout A1. En France, il n'y a que du A1. Ça a peut-être changé, mais c'est comme ça. Donc c'est du domestique et petit collectif. J'ai quand même mis petit collectif en dessous de 2 mégas. Alors, quand on est exploitant, 2 mégas c'est petit, mais quand on est dans le granulé, 2 mégas c'est énorme. Et donc c'est quand même du petit collectif, mais comme les exemples que je citais tout à l'heure, que ce soit Lyon, Avoria et ainsi de suite, c'est quand même du granulé premium qui part dedans. Les granulés industriels, donc ça, les granulés industriels, c'est soit sous la très grosse chaufferie collective. Bon, en France, à ma connaissance, il n'y en a pas. Soit pour l'électrique, et en France non plus, il n'y en a pas. Quelques pays européens
au niveau de leur consommation de granulés. Électricité en orange, chaleur en bleu. Donc je l'évoquais tout à l'heure, Autriche, Italie, Allemagne, France, on est 100% chauffage. Danemark et Suède, c'est 50-50. Et à côté de ça, vous avez le Benelux et l'Angleterre qui consomment du granulé pour faire de l'électricité. Alors, c'est la volonté de remplacer le charbon qui fait du gaz à effet de serre par du bois qui ne fait pas de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est simplement une manière de verdir leur production d'électricité. Je m'étendrai pas là-dessus, nous on n'en a pas besoin parce qu'on a le nucléaire, mais il y a d'autres pays qui en ont besoin. Donc voilà. Après, il y a aussi le problème des rendements, mais voilà, donc c'est simple, c'est juste pour faire une description, pour voir. Après, vous voyez les gros consommateurs aussi. Hein. Une fois que vous avez enlevé l'Italie et l'Angleterre, ça fait quand même un sacré trou dans la consommation de granulés en Europe, sachant que ça, c'est des chiffres de 2013. 2014, l'Angleterre a dépassé les 5 millions et l'Italie était à plus de 3,5 millions. Une vue globale au niveau international. On voit clairement que le granulé il est consommé en Europe. Donc, vous voyez, les États-Unis, ils en consomment. Enfin, l'Amérique du Nord, plutôt, en consomme. Donc, États-Unis, Canada. Mais ça évolue pas trop dans le temps, entre 2013 et 2020. L'Asie se réveille pour une raison identique à l'Angleterre. C'est que leurs centrales charbon, ils veulent les passer, ou les mixer avec du granulé, donc du bois. Donc, c'est pour ça qu'ils passent de 1 à 7 en l'espace de 7 ans. Sachant qu'en Japon, il y a peut-être l'effet Fukushima aussi qui joue. Mais cette tendance était déjà partie avant la catastrophe. Et en Europe, on voit qu'on double. Donc on va voir un peu, je sais plus si j'ai après. Non. Donc en Europe, on double à la fois par le domestique, qui aujourd'hui représente un peu plus de la consommation de granulés, un peu plus que la moitié de la consommation de granulés. Le chauffage, pardon, pas le domestique, le chauffage. Et l'autre petite moitié est pour l'électrique, avec essentiellement, comme on l'a vu, l'Angleterre et le Benelux. Pour info, le chauffage, ça peut aller très loin. Hein. Vous avez des centrales des réseaux de chaleur en Suède, on en a présenté un l'année dernière à notre colloque, qui ont 140 mégawatts de capacité, de puissance, et qui fonctionnent au granulé. Donc après, ça peut être une hérésie pour certains, mais c'est un fait, et ils consomment du granulé qu'ils produisent eux-mêmes en Suède, par exemple. Après, la production. La production, on voit qu'en Europe, on est les plus gros, mais l'Amérique du Nord est pas mal non plus. Et l'Amérique du Nord, elle produit beaucoup de granulés qui va être destiné au gros marché de l'électricité pour l'Angleterre et le Benelux. L'Amérique du Nord, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que elle produit beaucoup pour une raison simple, c'est qu'ils ont beaucoup de bois qui n'est plus utilisé. Il y a des plantations importantes qui étaient faites pour faire de la pâte à papier, et c'est des marchés-là qui sont partis au Brésil. Donc ils ont des plantations, c'est pas de la forêt comme on a chez nous, c'est de la plantation d'arbres et qui pousse, et ça pousse vite à rendement rapide, et il faut l'utiliser. Donc les producteurs américains, en particulier américains, ont un certain avantage aussi parce qu'ils le payent vraiment pas cher le bois, contrairement à ce qu'on peut avoir chez nous. Voilà, donc on a des productions importantes. Vous voyez le Brésil qui monte, ou l'Amérique du Sud qui monte, c'est essentiellement le Brésil. Vous avez la Chine qui est censée exploser. Alors j'ai pas confirmation parce que ça date de 2010. Donc pour l'instant on n'en parle pas encore, mais bon. En tout cas, on voit, encore une fois, je répète, l'Europe qui est en tête et qui augmente significativement sa production d'année en année. Il y a des pays d'Europe qui sont saturés maintenant. L'Autriche, par exemple, c'est un pays qui n'a plus de capacité de production de granulés. C'est historiquement un pays qui consommait et qui faisait beaucoup d'imports et beaucoup d'exports de granulés sur une base très solide de production. Maintenant, ils ont atteint leur sommet. Donc, ils vont continuer d'importer tout ce qui va monter en plus en consommation. Et là, on voit les flux. Donc en troublé, en vert et en bleu, c'est les consommations, et en plein, c'est les productions. Donc faites attention, les USA paraissent énormes, mais le Canada est très gros aussi, puisqu'il y a 3 ronds additionnés pour le Canada, les 2 bleus et le vert de droite. Voilà. Et puis l'Asie, on voit voilà. Ça, c'est pour vous montrer, pour avoir une vue un peu générale du granulé, pour vous montrer qu'il n'y a pas que la France, qu'il n'y a pas que l'Europe, qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde qui se sont mis dans le granulé, et qu'il y a vraiment... Il y a des choses qui se passent, quoi. En résumé, sur cette partie données de filière, il y a des flux intercontinentaux importants de granulés. Ils passent autour de la France, ils viennent pas en France, mais il y en a. En France, on a une production supérieure à la consommation, et ça, c'est le chose à retenir, avec une progression suivant les hivers de plus 20 à plus 30%. Pourquoi je dis suivant les hivers? C'est clair, quand il n'y a pas d'hiver comme en 2014, les producteurs, ils mettent la pédale douce. Ils vont ralentir
pour pas avoir du surstock et pas être obligé de baisser les prix ou de faire n'importe quoi et de perdre de l'argent à être obligé d'évacuer du granulé qu'ils auront produit en trop. Les flux d'import-export, ils ont toujours été édités depuis plusieurs années. J'en ai parlé pour la France, mais même en dehors de la France, il y avait des flux d'import-export. Et un marché des appareils en fort développement, et c'est pas fini, heureusement, pour les installateurs qui sont dans la salle et puis pour les vendeurs d'appareils. Ça continue de se développer, c'est loin d'être fini. Point de vigilance quand même. C'est pas de la vigilance par rapport à la filière, c'est vigilance dans la compréhension de la filière. Le granulé est une énergie. J'insiste lourdement là-dessus, c'est pas du bois, c'est du bois, mais c'est pas du bois, c'est une énergie. Il faut le voir comme une énergie au même titre que les autres énergies. C'est vraiment devenu une énergie à part entière en France et dans le monde. À une époque, c'était l'énergie des écolo-bobos. Maintenant, c'est vraiment une énergie. Vous avez des groupes importants qui sont dedans. Pour pas citer les gros acteurs, pas les gros acteurs, mais des gros acteurs de l'énergie en France comme Total, ils sont dans le granulé. Ils sont adhérents chez Propolet d'ailleurs. Ils sont là. Je veux dire, tout le monde s'y intéresse à un niveau ou à un autre. EDF aussi. Donc, je veux dire, le granulé, c'est une vraie énergie à part entière. Donc, c'est pas à regarder comme la petite chose de base. L'autre point important, c'est un combustible spécifique. Et j'insiste lourdement sur le spécifique. On n'installe pas un appareil à granulé comme on installe un appareil à bûche ou à plaquette. Et encore moins comme du gaz ou du fioul. Donc, il y a des contraintes spécifiques, techniques, qu'il faut respecter et auxquelles il faut s'intéresser pour pouvoir faire une installation de qualité. Et ça, le message, on le passe, mais malheureusement, ça suffit pas. Et ça arrive au point suivant, qui est le chauffage au granulé. C'est un chauffage qui est encore récent, qui a 10 ans. On n'est pas parfait, on est jeune. Donc, il y a besoin de connaissances et de techniques. Et cette technique-là, si on l'a pas, il faut pas l'inventer. Il faut aller la chercher. Parce que l'inventer, ça peut être très dangereux. Le gaz, aujourd'hui, il est super contrôlé, super vérifié, parce que c'est un combustible qui, si on fait pas attention, peut être dangereux. Ben, le bois, le granulé, c'est pareil. Donc, on va pas faire des installations de fumisterie n'importe comment parce qu'il faut faire vite et puis de toute façon, ça s'évécuera toujours. Non, il y a des risques et il y a des contraintes à respecter pour faire une installation de qualité et que les gens soient contents derrière. Je crois que j'ai fini sur cette partie-là.